Bonjour à tous. Juste pour présenter un petit peu le projet, donc c'était venu d'une idée de Daniel au début du programme, Daniel Gilbert, en disant que ce serait intéressant de fournir des supports de cours pour un niveau plutôt premier cycle universitaire, un support de cours qui serait mobilisable par les enseignants pour donner des cours ou des éléments de cours sur un certain nombre d'écosystèmes et donc les liens entre ces écosystèmes et les évolutions de stock de carbone dans ces différents écosystèmes. Du coup, l'idée était très bonne, donc on a donné suite. Et il y a un certain nombre de supports qui ont vu le jour. D'abord Daniel sur les tourbières. Ensuite Anita a travaillé, j'ai aidé aussi sur les terres cultivées. Anita, Mathieu et Nicolas ont travaillé sur un support également sur les écosystèmes forestiers. Euh, donc ça a représenté du boulot. Une partie du boulot a été aussi faite par un maquettiste, donc Stéphane Rouet, qui s'est chargé d'harmoniser les différentes présentations et donc ça donne un rendu qui est assez intéressant. Donc là, l'idée, c'est de présenter ces trois premières slides, sachant que évidemment, il serait souhaitable qu'il y en ait d'autres après. Donc, à Anita, il y a eu un embryon là sur le carbone bleu, donc qui devrait évoluer. Ensuite, on attend aussi quelque chose sur le permafrost, qui est pas encore mûr, mais on espère qu'il viendra. Tout ça pour arriver avec idéalement un portfolio de cours qui soit mobilisable. Alors là, je partage mon écran parce que pour voir où est-ce qu'on peut trouver ces supports, donc vous allez sur le site de Faire Carbone, c'est dans Production et ressources slide écosystème. Et donc là, vous avez ces différentes slides supports que vous pouvez trouver là sous différents formats, PDF, PPT, PPS. Donc chacun peut les récupérer, prendre la totalité, prendre une partie, les transformer. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, on espère qu'il y aura des, des, des nouveaux supports qui vont venir. Et si vous avez des idées ou des demandes, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'était de balayer rapidement ces trois cours, pas les faire de manière in extenso, mais pour présenter ces différents cours. Peut-être, Daniel, je peux te laisser la main pour démarrer sur les tourbières. T'entends pas, Daniel? Alors, Daniel, on t'entend pas, Vous mais pas. avez coupé votre micro. Ouais, j'avais coupé mon micro. Bonjour à tous. Euh, donc effectivement, je vais vous présenter. Donc si vous voyez bien l'écran, normalement c'est bon. Euh, donc je vais vous présenter cet essai qu'on a fait parce qu'on avait lancé ça en premier pour essayer de voir quels étaient les différents chapitres. Donc je vais à la fois présenter l'aspect tourbière et puis à la fois parler un petit peu d'éléments, de méthode quand on a fait ce document. Donc, on a essayé évidemment de standardiser les documents. À chaque fois, c'est en général un petit consortium qui essaye de faire ça. Et donc là, je vous parle des tourbières. Et ce qu'il faut retenir des tourbières, c'est que contrairement à ce que tout le monde pense, même moi, il n'y a pas très longtemps, une bonne partie des tourbières françaises ne sont pas en montagne, mais sont dans la plaine et notamment au bord de l'Atlantique. Et donc, on va parler de barrés, de bas-marées, de hauts-marées, de montagnes et de plaines. Alors, à chaque fois, on a ces 5 points dans la présentation. Donc, d'une part, on présente l'écosystème de façon à ce que quelqu'un qui n'est pas spécialiste puisse en parler. Ensuite, on va décrire les stocks et les formes de carbone. Ensuite, les flux, la dynamique. Puis après, les leviers d'action pour soit limiter les émissions de carbone, soit pour en capter. Dans le cas des tourbières, c'est limité. Et puis, une petite partie conclusion. Donc, à chaque fois, on met un glossaire pour essayer. Donc, il y a un certain nombre de termes qui sont repris systématiquement, comme gaz à effet de serre, par exemple. Et puis, des termes très spécifiques, acrothermes, catothermes, qui sont des termes très importants en tourbière, mais qui n'existent que en tourbière. Pour ce qui concerne vraiment les tourbières, la présentation de l'écosystème, donc on va différencier ce qu'on appelle une tourbière des autres zones humides
en fonction du fait que la tourbière accumule du carbone. Elle est active, donc ça se poursuit. Et le problème, la question du carbone des tourbières aujourd'hui, ce sont les tourbières dégradées, exploitées, drainées, cultivées, qui émettent du carbone. Donc, on continue toujours avec les définitions, puisque le but, c'est vraiment que les gens puissent avoir des choses très claires, même s'ils ne sont pas spécialistes. Définition de la tourbe, de la teneur en matière organique, et donc au moins 30% pour de la tourbe. Et on va considérer, en tout cas nous, on considère qu'on aura une tourbière que quand il y aura à peu près 30-40 cm accumulés. Alors vous allez voir que toutes les figures sont très illustrées, les figures sont libres de droit, ou alors on a présenté l'origine, la publication d'origine. Donc vous avez ici la répartition des tourbières, et vous voyez qu'elles sont essentiellement boréales sur Terre et un petit peu tropicales, mais on verra que les émissions sont surtout tropicales. Ici, une carte qui va bientôt être mise à jour. On va bientôt remettre à jour le cours que je vous présente parce qu'il commence à dater. Là, vous avez la carte de l'ISPINO de 1949. Mais à la fin de l'année 2025, on va avoir une carte actualisée qu'on remettra. Et ce que vous voyez sur cette distribution d'altitude, c'est qu'effectivement, les tourbières sont bien connues pour être des tourbières de montagne, mais en réalité, il y en a une très grande partie qui est en bord de mer. Alors, il y a une description de l'état des tourbières. On voit que c'est en Europe qu'elles sont le plus dégradées, hein. C'est vraiment la zone historiquement où on a dégradé les tourbières. On passe ensuite au service écosystémique avec la question des trois grands services de la tourbière: stockage du carbone, régulation de l'eau, conservation de la biodiversité. Et nous, va se focaliser un peu sur la question du stockage de carbone sous forme de tourbe. Donc, on passe à cette deuxième partie, stock et forme de carbone organique. Alors, ça nous a pris pas mal de temps pour arriver à retrouver tous les chiffres, parce que quand on fait le tour, même pour n'importe quel écosystème, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas si clair d'arriver à trouver des chiffres un petit peu qui font le consensus. Donc, on voit que la surface totale des tourbières, c'est à peu près 4 millions de kilomètres carrés, et c'est un stock à peu près de 600 gigatonnes de carbone, c'est-à-dire un tiers du carbone des sols à l'échelle mondiale. Pour la France, c'est évidemment beaucoup plus modeste. Si on regarde effectivement ce qui est décrit dans des documents un peu plus généraux, ben on voit que ce terme de tourbière va regrouper tourbière boréale, tourbière tempérée, tourbière tropicale dans les inventaires internationaux. Alors là, on a fait une description un petit peu de quelle est la qualité physico-chimique de la tourbe en fait en fonction de la profondeur. Et on voit bien que la densité apparente, la masse volumique augmente, que le pourcentage de carbone est relativement stable, et que le C sur N, il est très élevé parce qu'il y a très peu d'azote dans ces tourbières. Et donc là, on a un cas particulier qui est la tourbière de Frane. Ici, on a mis une carotte pour bien décrire en fait comment se présente ce carbone dans la profondeur, donc entre la surface, sous la végétation, plus en profondeur, et puis tout en bas, où généralement souvent on retrouve des accumulations de morceaux d'arbres qui sont en fait les restes de la première zone humide qu'a donnée la tourbière. La dynamique du carbone, alors ça nous a pris pas mal de temps parce que c'est quand même relativement compliqué. Je vais pas détailler, je vais juste expliquer ce que sont les différentes choses. Donc, on a un bilan pour le carbone, pour le CO2, qui est qu'une partie est captée, une partie est émise, et il y en a une petite partie qui n'est pas éliminée. Et donc, c'est ça qui est le CO2 stocké. Pour le méthane, globalement, la tourbière va émettre du méthane, même si une partie peut être consommée par les méthanotrophes en surface. Et la troisième sortie de carbone, c'est le carbone par lessivage. Donc, il pleut, la tourbière, elle est lessivée par cette eau qui passe, surtout si elle est dégradée. Et donc, il va y avoir une perte de DOC et de POC à la surface de la tourbière. On a le CO2 plus le CH4 plus le DOC. Alors, ça peut être des plus ou des moins. On est toujours plus, mais évidemment, le bilan, certains chiffres peuvent être négatifs. Ça nous donne le bilan carbone net de la tourbière, qui n'est pas le même que le bilan des gaz à effet de serre, parce qu'évidemment, le méthane va réchauffer beaucoup plus. Et donc, on va décrire plus précisément ici la boucle, et surtout, c'est un peu sur cette diapo que je voulais m'arrêter. Ici, vous avez finalement les flux qui sont proposés dans la littérature, et on voit que ces flux, entre le CO2 qui est capté, celui qui est respiré, stocké, les émissions de méthane, les pertes en carbone, POC et DOC, ben c'est extrêmement variable. La seule chose qu'on sait et qui est sûre, c'est qu'une tourbière qui va bien accumule du carbone, donc forcément, il y a un bilan net qui est négatif, parce que sinon, ça ne marcherait pas, ça ne serait pas une tourbière. Et en fait, dès qu'on dégrade la tourbière, ce bilan devient positif.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les émissions de carbone? Et les tourbières sont un cas vraiment particulier du point de vue écologique, mais surtout du point de vue économique. En fait, euh, en règle générale, on va toujours essayer d'améliorer le stockage de carbone dans les écosystèmes. Pour les tourbières, on ne peut pas vraiment faire ça et on est sur des échelles de temps tellement longues que la question ne se pose pas comme ça. Donc, ce qu'on va regarder, c'est comment on peut faire pour empêcher que du carbone déjà stocké depuis des millénaires soit réémis très rapidement dans l'atmosphère. Alors, si on prend les tourbières non perturbées à l'échelle mondiale, c'est à peu près 0,14 gigatonnes par an qui sont fixées, donc de carbone, hein, qui sont fixées par an à l'échelle des tourbières qui vont bien. Et donc, c'est pas énorme, mais ramené évidemment à 10 000 ans, ça fait des quantités très très importantes de carbone qui sont fixées dans les tourbières mondiales. Et la protection de ces tourbières, elle est de toute façon importante pour des questions d'eau, de biodiversité et de stockage de carbone à long terme. Mais évidemment, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les émissions. Ces émissions de carbone qui peuvent atteindre dans des milieux tempérés autour de 30 tonnes de CO2 par hectare et par an émis par réactivation de l'activité microbienne des tourbières. Et on ne l'a pas mis ici sur cette diapo, mais si on était en tourbière tropicale, on pourrait monter à 70 tonnes. Et donc, ces tourbières tropicales, Bornéo, Sumatra, etc., sont des tourbières qui émettent énormément. Et le but du jeu, vous le voyez sur cette petite figure, hein, c'est de passer de tourbière dégradée à une tourbière restaurée, qui va donc limiter très fortement les émissions. Et ça, on l'obtient en un temps très court, 2, 3 ans. On peut gagner facilement 20 tonnes ou 30 tonnes de CO2 par hectare et par an. Donc le principe, il est simple. Quand on draine, ça abaisse la nappe. Quand la nappe est basse, ça remet en activité tous les microbes qui vont donc minéraliser une tourbe qui a accumulé parfois depuis des siècles et qui vont relâcher des très grandes quantités de CO2. L'effet, il est progressif. Donc la première chose qui se passe quand on enlève l'eau, c'est que la tourbe se tasse, c'est-à-dire que les pores sont comblés en fait comme il n'y a plus d'eau, en fait, ça se tasse, hein, les pores se tassent. Et secondairement, donc on va avoir une augmentation de la densité, puis secondairement, on aura un taux de carbone qui diminue puisqu'il y a minéralisation de la tourbe. Et vous avez un cas extrême, par exemple, dans le Marais Poitevin, où la tourbe qui devait faire à peu près 1,50 m, ben, à force de cultiver de cette tourbe, ben, elle est quasiment détruite. Vous voyez cette masse noire qui est une tourbe complètement perdue, on ne peut plus rien faire. Donc ces émissions-là, et c'est probablement le point qui a changé la vision des tourbières depuis quelques années, les tourbières mondiales, notamment celles qui sont tropicales, émettent plus de gaz à effet de serre que l'ensemble du trafic aérien. Donc on est à peu près à 5% des émissions anthropiques à l'échelle mondiale et du bilan des émissions anthropiques. Et pour l'Allemagne, par exemple, c'est 6% du bilan. Donc pour l'Allemagne, évidemment, c'est quelque chose de très important. À quel endroit est-ce que ça se passe? Ça se passe essentiellement donc dans les zones tropicales, donc que vous avez en rouge ici, tandis que les grandes tourbières boréales en Russie, au Canada, sont très bien protégées. Donc on voit ici que on passe de systèmes en rouge qui sont émissifs à des systèmes restaurés qui ne sont plus émissifs, voire qui séquestrent au bout d'un moment. Donc on voit qu'une tourbière qui vient d'être restaurée continue à émettre, mais au bout d'un certain temps, elle se remet à séquestrer du carbone. Et quand on regarde évidemment les tourbières qui ne sont pas perturbées, par définition, elles stockent du carbone. Donc la restauration des tourbières, c'est un processus qui est intéressant, qui fait appel en fait à la fois à l'écologie, à l'hydrologie et à des questions d'économie, puisqu'on travaille beaucoup sur ces questions d'économie. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes de techniques qu'on peut mettre en œuvre pour arriver à ça, notamment donc la mise en place de palissades. Les coûts, alors ça c'est encore, il y a beaucoup de recherches là-dessus, mais on est à des coûts qui sont très très variables selon le contexte. Alors des coûts qui comprennent toutes sortes de coûts, hein, y compris des coûts d'opportunité, c'est ce qui nous pose beaucoup de problèmes en France, c'est-à-dire l'indemnisation des agriculteurs qui se trouvent sur ces terres-là. Donc tout ça, on essaye de réfléchir là-dessus avec la mise en place d'un label bas carbone tourbière qui devrait être effectif fin 2025. Et on estime qu'à l'échelle française, on pourrait sans doute gagner à peu près 100 000 tonnes de CO2 par an grâce à ces travaux-là, probablement pour des sommes en euros qui ne seraient pas gigantesques à la tonne évitée, en tout cas qui seraient très compétitifs avec d'autres systèmes de stockage tels que les systèmes de plantation forestière. Et donc, en résumé, les tourbières sont des écosystèmes qui concentrent le plus de carbone par hectare au monde, avec les mangroves, 3% des terres émergées, un tiers du carbone des sols. Ces tourbières refroidissent à très long terme le climat,
Mais lorsqu'elles sont perturbées, évidemment, elles émettent très rapidement du CO2 qui contribue au réchauffement climatique. Et donc, on plaide pour restaurer ces tourbières, stopper les émissions de CO2, ce qui permet en même temps de stocker de l'eau, ce qui permet en même temps de contribuer à la biodiversité. Et il y a urgence parce que avec le réchauffement climatique, ces perturbations sont en train de s'accélérer. Je n'ai pas regardé le temps, Pierre, mais j'imagine qu'on doit être pas trop loin des 10 minutes. C'est parfait. Parfait, merci. Merci Daniel. Bah, super, et puis merci aussi d'avoir présenté la philosophie générale de chaque cours. J'aurais dû le faire en entrée, je l'ai pas fait. Alors, je sais pas, soit il y a des questions brûlantes, soit on prend les questions après le temps des différentes présentations. Donc, sauf questions brûlantes où quelqu'un peut intervenir hein, de manière un peu spontanée là dans le. Ouais, moi j'avais une question. Alors, vas-y, Merci vas-y. pour la présentation. Tu dis que enfin, tu as qualifié les tourbières boréales de protégées, mais c'est une formulation. Est-ce que c'est une protection active? Non, Ou non, bien non, c'est juste qu'elles sont pas dégradées par c'était l'explosion? inadapté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore eu le temps de les dégrader. Oui, d'accord. Voilà, Alors, il y en a qui sont protégés au Canada, ça va pouvoir exister, mais non, non, en Russie, il commence à y avoir des problèmes parce que souvent, il y a du pétrole pas loin ou du gaz pas loin. Et donc, il y a des menaces, mais les surfaces sont tellement gigantesques en Sibérie que vu d'un Européen occidental, ça a l'air dérisoire, quoi, les perturbations. Mais non, elles ne sont pas protégées en général. d'accord. Merci. Et moi, j'avais une toute petite question, Daniel. Du coup, les tourbières accumulent du carbone, y compris quand on prend en compte, enfin, est-ce que c'est aussi vrai en bilan à gaz à effet de serre global, en prenant en compte les émissions de méthane? Alors, ça, j'aurais peut-être dû le préciser dans le cours, peut-être qu'il faudra le refaire quand on le mettra à jour, mais en réalité, si on regarde une tourbière à 10 ans, elle est neutre vis-à-vis du carbone. C'est-à-dire qu'entre le CO2 qui est fixé et le méthane qui est émis, on est plus ou moins neutre. Voilà, D'accord. évidemment, ça dépend de chaque cas particulier. Mais évidemment, au bout du moment où le méthane se décompose, le CO2 continue d'être fixé sous forme de carbone. Ce carbone est stocké. Et donc, à long terme, on a un effet refroidissant clair. Mais Hmm. effectivement, à court terme, les bilans de carbone sont, enfin, les bilans des gaz à effet de serre sont neutres. Ok. On va peut-être qu'on le précise parce que c'est un point important. Et souvent, les gens disent qu'effectivement, ça agit sur le climat, mais c'est faux à court terme. Ok. Bon, bah, super. Merci, Daniel. Un autre point, c'est qu'effectivement, ces cours, ils peuvent être, enfin, ils seront et ils peuvent être mis à jour, hein. Vous voyez les supports, on peut les modifier, donc ça peut évoluer aussi. Bah, sauf nouvelle question, sinon Anita, peut-être tu peux passer aux terres cultivées si ça te va. Ça me va, merci Pierre. Alors je vais partager l'écran. Alors du coup, c'est le deuxième support de cours qui a vu le jour après les tourbières. Ici, on traite l'écosystème des terres cultivées, c'est-à-dire majoritairement, on va parler des grandes cultures et des prairies temporaires. Comme l'a dit Daniel Gilbert, chacun des supports de cours reprend la même structure en 5 points. Ça donne aussi une uniformité à l'ensemble des supports de cours. Au niveau des définitions, on s'est appuyé au maximum sur les définitions de la FAO. Et donc, par exemple, tout ce qui est GES, production primaire, carbone organique du sol, etc., c'est des définitions qui vont revenir dans les autres supports de cours. En termes de ce qui est spécifique à l'écosystème des terres cultivées, on a donc la rotation des cultures et le temps de résidence, qui est une notion qu'on utilisera plus tard dans le cours pour la mesure de la stabilité biogéochimique du carbone des sols. Donc, on commence par la présentation de l'écosystème. Euh, du coup, les terres cultivées, ça comprend, d'après la FAO, d'une part les terres arables qui contiennent les prairies temporaires et d'autre part les cultures permanentes. Donc, par exemple, les prairies permanentes, qui représentent une surface mondiale importante, ne sont pas inclus dans les terres cultivées et donc elles ne sont pas traitées ici dans ce support-là. Donc on a une petite carte pour donner un aperçu de la distribution des terres cultivées dans le monde.
avec le petit bémol que c'est des valeurs extensives, pas intensives. Donc la superficie des terres cultivées, elle n'est pas divisée par la superficie du pays. Et donc forcément, les pays un peu plus grands, ils vont avoir un peu plus de terres cultivées. Mais ça donne quand même une idée. Euh, donc là, on voit que l'agriculture, ça représente plus de 4 800 millions d'hectares et que les terres cultivées, c'est seulement 1 580 millions d'hectares parce qu'effectivement, il n'y a pas donc les prairies permanentes. Enfin, les prairies permanentes font partie de l'agriculture, mais elles font pas partie des terres cultivées. Juste pour donner un ordre d'idée au niveau de la production mondiale, donc en fait, c'est la canne à sucre qui l'emporte en termes de production annuelle. Euh, et ensuite, on commence à rentrer dans des histoires de carbone avec les stocks et formes de carbone. Donc à l'échelle mondiale, on est sur du 1,6 fois 10 puissance 9 hectares pour la superficie des terres cultivées. Et cette superficie stocke plus de 130 gigatonnes de carbone. Là, c'est pour l'horizon 0 à 1 mètre. En France, on est sur du 18 fois 10 puissance 6 hectares et on stocke 950 mégatonnes de carbone. Mais là, c'est pour l'horizon qui va de 0 à 30 centimètres. J'ai pas trouvé une uniformisation entre les deux. Mais comme on le verra plus tard, le carbone, il est stocké essentiellement en surface du sol. Et plus on va en profondeur, moins il y a de carbone dans les terres cultivées. Donc le fait que ça soit pas raccord au niveau de la profondeur de sol considérée, on va dire que ça passe. En France métropolitaine, du coup, les sols cultivés, c'est presque la moitié de la superficie et ça stocke presque un tiers des stocks de carbone du sol. Donc ça, c'est une diapositive qui revient aussi dans pas mal de supports de cours. Ça donne un aperçu un peu plus parlant de qu'est-ce que c'est que le carbone organique dans les sols, avec des photos de labos. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la distribution verticale du carbone organique des sols dans les sols des terres cultivées montre que on a 2 tiers du carbone organique qui est stocké dans le premier mètre. Donc, en fait, c'est vraiment stocké en surface. Après avoir vu les stocks, on va pouvoir s'intéresser aux flux. Donc, dans les terres cultivées, les entrées de carbone, c'est évidemment beaucoup lié aux litières des plantes, à la fois les parties aériennes et les parties souterraines, donc racinaires. Et puis, il y a tous les amendements organiques, donc tous les intrants, etc. Après un certain nombre de biotransformations et de transferts biophysiques qui ont eu lieu dans le sol, le carbone il peut ressortir du sol via la respiration des micro-organismes essentiellement et via d'autres phénomènes comme l'érosion et le lessivage. Donc quand on parle de terre cultivée, il y a, un- comment dire, il y a quelque chose d'assez spécifique, c'est que les plantes qui sont plantées, elles vont être récoltées en partie. Donc soit on récolte la partie aérienne, soit on récolte la partie souterraine. Mais ça, c'est du carbone qui va donc sortir de l'écosystème. Et donc, ça a amené les gens à définir un élément de nomenclature qui s'appelle le shoot-root ratio, le rapport entre la partie aérienne et la partie souterraine de la plante. Et en fait, ce rapport est un très bon indicateur pour estimer les entrées de carbone dans le sol. Donc sur le graphe à droite, on se rend compte que plus la plante elle a une proportion élevée de partie aérienne par rapport à la partie racinaire, euh, moins les entrées de carbone dans le sol vont être conséquentes. Encore une slide qui reviendra dans l'ensemble des supports de cours. Donc, c'est juste pour détailler un petit peu de quelle manière les matières organiques qui entrent dans les sols peuvent être stabilisées dans les sols et avoir un temps de résidence un petit peu conséquent. Donc, puisqu'on parle de temps de résidence, eh bien, comment est-ce qu'on peut mesurer la durée pendant laquelle le carbone reste dans le sol? Eh ben, il y a plusieurs méthodes. Une première méthode, c'est l'approche isotopique. Donc l'idée, c'est que il y a certaines plantes qui sont qualifiées de C3
et certaines plantes qui sont qualifiées de C4, en fait, elles n'ont pas le même type de photosynthèse. Et du coup, le fractionnement isotopique, donc le rapport carbone 13 sur carbone 12, il ne va pas être le même pour les plantes en C3 ou pour les plantes en C4. Et donc, ces deux types de plantes ont des signatures isotopiques différentes, ce qui permet de suivre l'évolution du stock de carbone au cours du temps. Donc, si par exemple, on avait un champ de blé, qu'on enlève tout le blé et qu'à la place, on plante du maïs, eh bien, on va pouvoir tracer le carbone qui était issu du blé et suivre son évolution au cours du temps. Euh, et donc, quand on fait cette expérience, on s'aperçoit que entre 40 et 60% du carbone organique du sol persiste plus de 100 ans. Maintenant, si on fait la même chose, mais au lieu de planter du maïs, on ne plante plus rien, donc on laisse le sol en jachère nue, et qu'on mesure à nouveau la décroissance du stock de carbone au cours du temps, on obtient le même type d'évolution temporelle. Euh, et puis ensuite, on peut passer à de la modélisation. Euh, et la modélisation nous dit que pour modéliser le carbone organique du sol dans les terres cultivées, on a besoin d'un compartiment inerte, c'est-à-dire dans lequel le carbone reste plusieurs siècles. Et ce compartiment correspondrait à entre 20 et 75% du carbone organique du sol. Donc, ces différentes approches pour mesurer la stabilité biogéochimique du carbone nous disent qu'on a besoin de 3 compartiments pour mesurer pour modéliser le comportement, l'évolution du stock de carbone dans le sol des terres cultivées. Donc, on a 1 à 5% du carbone qui va rester très peu de temps dans le sol, quelques années. Ensuite, on a 25 à 70% du carbone qui va rester quelques décennies dans le sol. Et puis, on a 30 à 75% qui va rester plusieurs siècles. Et ensuite, on passe aux leviers d'action qui permettent de séquestrer du carbone dans les sols. Donc, on rappelle que le fait de passer, de mettre en culture un sol, c'est donc un changement d'usage des sols qui est responsable d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ces émissions sont estimées à environ 1 gigatonne de carbone par an. Euh, donc, la littérature documente plein de façons d'augmenter les stocks de carbone. On a, par exemple, l'introduction des cultures intermédiaires. Donc, l'idée, c'est qu'entre deux récoltes successives, on va planter quelque chose qui n'a pas vocation à être récolté, mais qui permet de ne pas laisser le sol nu entre les deux récoltes. On a la réduction du travail du sol, c'est-à-dire, en gros, la réduction du labour, qui est un petit peu sujet à controverse. On a le fait d'augmenter la part des prairies temporaires dans les rotations de culture, euh, le fait d'apporter de la matière organique, le fait de pratiquer l'agroforesterie, donc en gros planter des arbres dans les champs, et pratiquer l'enherbement dans les vignobles et vergers. Et si on met en place toutes ces pratiques, on pourrait stocker 1,2 gigatonnes de carbone par an à l'échelle globale, ce qui compenserait quand même 10% des émissions anthropiques annuelles, ce qui est quand même non négligeable. Euh, et à l'échelle française, on pourrait compenser 5% de nos émissions. Le truc, c'est que ça, c'est l'aspect technique du stockage de carbone, mais évidemment, il y a des limitations économiques et sociales qui freinent la mise en place de ces mesures de stockage. Et ensuite, on rappelle que stocker du carbone, en fait, ça permet pas toujours d'atténuer le changement climatique. Le plus souvent, ça marche. Bon, d'ailleurs, il y a une vidéo de la professeure Vert Carbone, une vidéo de vulgarisation scientifique qui a vu le jour grâce à cette slide du cours. Euh, donc ça, c'est pour sensibiliser au fait que quand on parle d'atténuation du changement climatique, il faut faire un bilan de gaz à effet de serre qui prend en compte l'ensemble des gaz à effet de serre et pas seulement le CO2. Parce que quand on parle de terres cultivées, il y a la question des amendements et des intrants qui sont riches en azote.
Et donc, ça peut fausser le bilan de gaz à effet de serre si on ne prend pas en compte l'azote et le protoxyde d'azote dans le bilan. Euh, donc, les pratiques qui permettent de stocker du carbone dans les sols, elles ont souvent des co-bénéfices par rapport à la biodiversité ou à la qualité de l'eau. Et donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les terres cultivées, ça représente environ un tiers des surfaces agricoles. Ça stocke plus de 130 gigatonnes de carbone. Dans les terres cultivées, le carbone, il est surtout stocké dans le sol. Il y a quasiment rien dans la biomasse. On peut mesurer son temps de résidence via des chronoséquences C3, C4. Le carbone est stocké principalement en surface. Les entrées de carbone dans les terres cultivées, c'est surtout la litière. Et les sorties de carbone, c'est surtout la respiration des micro-organismes. Et on a besoin de 3 compartiments cinétiques avec des temps de résidence différents pour modéliser l'évolution du carbone organique des sols des terres cultivées. Le changement d'usage des terres, c'est une source non négligeable de réchauffement climatique, mais on a un certain nombre de pratiques pour augmenter les stocks de carbone dans les sols. Et puis voilà, je crois que j'arrive à la fin de de ce support de cours. Et j'espère que j'ai pas trop dépassé le temps imparti. Pas trop, voilà. Non, ça va. Merci Anita. Je sais pas si, s'il y a des questions sur ce support de cours. Hmm. Ouais, salut, j'avais une petite Ouais. question. Ouais. Merci, merci tous les deux et trois pour ces super supports. C'est une question qui est un peu pour les deux là, sur la zone du Vietnam sur laquelle je travaille. Donc dans une carte que Daniel nous montrait, on avait du rouge dans le delta du Mékong. Et toi, Anita, en tout cas, le Vietnam semble produire plus de canne à sucre en tonnage qu'en riz, alors, ce qui me surprend un peu parce que je pensais que c'était vraiment le produit qui était le plus exporté et produit. D'où ma question, voilà, autour de ces sols cultivés en irrigation finalement. Est-ce qu'il y a des chiffres sur voilà, les émissions de ces modes de culture par rapport aux modes de culture non irrigués? Enfin, en tout cas, enfin, je sais pas comment. Là, c'est tout le temps les pieds dans l'eau, donc en fait, les processus de stockage et de minéralisation doivent être vraiment importants. Voilà, c'est des questions qu'on se pose sur ce système-là, ou en Camargue aussi, où il y a de la production de riz d'ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus ou si Daniel a des choses aussi. Voilà, je m'interrogeais juste, c'était une interrogation. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas rentrée dans le détail qui permet de différencier les cultures sous eau ou pas sous eau. D'accord. Je t'avoue de but en blanc que là, je ne saurais pas te répondre. Ok, Ouais, d'accord. c'est un peu en dehors ouais, de ce qu'on a fait, mais en fait, c'est Oui, bien intéressant. sûr. Non, mais C'était. ça pourrait être un autre support de cours, hein, tu vois, parce qu'il y a les trucs sur les paddy fields, pour le riz, c'est un peu spécifique. Et Ouais, c'est vrai d'accord. que là, on le Ok. traite pas. Non, c'est une question de curiosité, hein, vraiment. Ouais, mais mais c'est vrai que ce serait intéressant qu'on ait autre chose à répondre que ça. À ta question de curiosité, Daniel, je sais pas si tu as des éléments, mais Alors, tu penses bien que non. En fait, c'est nous qui devons te poser la question, Julien. ah ben En voilà. fait, Et pas on me l'inverse. l'a, pour Tu tout vous dire, triches. on me l'a posé cette question lors d'une conférence grand public où on présentait nos travaux sur le Vietnam, le delta du Mékong, les mesures qu'on faisait dans le milieu aquatique. Et il y a une question assez pertinente voilà, d'un auditeur qui me disait, ça représente quoi vos émissions de milieu aquatique en rivière par rapport aux cultures de riz qui sont importantes dans le delta du Mékong? Et puis il a parlé de la Camargue. Et voilà, j'ai pas su répondre et on a commencé à En, faire un peu de biblio sur le sujet. Et voilà, j'ai pas du tout les ordres de grandeur pour pouvoir répondre. Et voilà, je me pose la question, mais je suis pas du tout allé au bout des recherches. mais Donc, je peux. a priori, c'est très important les émissions de méthane du rizière et ces milieux aquatiques parce que il y a beaucoup de carbone, Bah oui. carbone labile et puis il y a beaucoup de fertilisation. Mais Mm. moi, je connais pas les chiffres, mais en tout cas, Ah ouais. c'est réputé être majeur dans le réchauffement climatique, c'est sûr. Peut-être qu'on pourrait demander à Yann, dans Faire Carbone, là, qui est responsable du PC4 sur les essais systèmes de culture. Et alors, il a des choses, mais je ne sais pas s'il a des. Bon, bref, on pourrait lui demander. Il travaille pas mal en Asie du Sud-Est. Du coup, il a peut-être des éléments là-dessus quand même. Ok.
Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces deux supports super bien illustrés et documentés. Alors, sauf s'il y a une autre question, sinon on peut passer aux forêts. Où là, donc là, bah, la spécificité enfin, sur les terres cultivées, c'est Anita va présenter de stock sur les parties aériennes, parce qu'en fait, à part quelques prairies temporaires, bon, il y a quand même pas, il y a quand même pas masse de biomasse aérienne, ce qui est très différent des forêts, où là, on a un puits très significatif dans les parties aériennes. Du coup, je sais pas si Mathieu ou Nicolas, il y en a un qui veut. Ah bah c'est Nico qui va se faire un plaisir de présenter ça. Très bien. Non, Moi, parce que après ce matin, j'étais en cours ce matin et j'ai présenté le support de cours ce matin. Donc c'était super. Je mobilisais ça, je vous ferai un retour. C'est un certificat universitaire sur la transition environnementale. Et Ok. donc là, on m'a demandé d'intervenir pour parler de carbone et forêt. Et puis le support était très bien adapté pour ça. Donc, Bon, bah, cool. donc, tu l'as bien en tête, Mathieu, tu peux nous non, faire. mais c'est parce qu'il y a quelques diapos où du coup je séchais un tout petit peu sur les questions, donc je vais te voir à l'œuvre parce qu'une grosse majorité de la contribution c'est Nico, hein, donc Ok. D'accord, bah, donc je vais me prêter au jeu. Enfin, une grosse majorité de la contribution, c'est Anita. Rendons à César ce qui lui appartient. Donc sur les forêts. Non, attendez, je vais mettre mon écran Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, on le voit. Faut que tu C'est le un passes en navigateur. plein écran, si tu Pardon? peux. Si tu peux le passer en plein écran, c'est possible. Je peux sans doute faire ça. Plein écran. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est plein Ouais, écran là, chez vous? Ouais, euh, c'est pas mal. C'est mieux ouais, que tout à l'heure. Pas mal. ouais. Voilà, attendez, c'est pas mal, donc ça veut dire que c'est pas très bien. Donc attendez, j'ai essayé de faire mieux. Je vais prendre parce que j'étais dans le navigateur, prendre le PowerPoint. Ça devrait être mieux dans 2 minutes. Est-ce que là c'est bon? Alors ça arrive. Ouais, mais c'est très bien. Bon, d'accord. Là, je peux pas faire mieux par contre. Mais c'est parfait. Ok, très bien. D'accord. Donc merci beaucoup à Anita et Pierre j'ai l'impression que Mathieu et moi on a contribué, mais un peu en venant apporter notre pierre à un édifice qui était déjà bien bâti. Donc, attendez, hop, j'arrive pas à passer les slides. Ouais, voilà. Donc, bon, bah, la forme est analogue aux 3 zones, donc je vais pas m'attarder dessus. On va faire quand même appel à 2 notions dans ce glossaire qui sont importantes. Notion de productivité primaire nette et la notion de productivité nette de l'écosystème. Donc, on aura le temps de le revoir après, mais la productivité primaire nette, c'est avec la quantité de carbone qui est fixée annuellement dans la partie végétale et donc dans les plantes, en l'occurrence principalement dans les arbres. Et la production nette de l'écosystème, c'est avec le bilan de carbone général de l'écosystème. Donc c'est équivalent à la productivité primaire nette ici, dont on soustrait la respiration des micro-organismes du sol. Ça, ces 2 notions, je les souligne ici parce qu'elles sont souvent confondues. Et les chiffres sont très différents. Au final, ce qu'on va regarder quand on va regarder le stockage de carbone de l'écosystème, c'est vraiment ça, la production nette de l'écosystème qui est ici. Voilà. Alors que quand on parle, quand on parle plutôt de production du bois et productivité de la forêt en sens productivité des plantes, c'est plutôt la production primaire nette quand même. Très bien. Donc les forêts, il y a un enjeu déjà sur la définition parce que il n'y a pas de définition forcément consensuelle de la forêt. Il y a différentes définitions qui sont proposées. On s'est appuyé sur celle de la FAO, qui est la plus communément admise. Mais oui, une forêt au sens de la FAO, c'est pas forcément une forêt comme on se la représente ici, comme celle qu'on pourrait connaître en zone tempérée. Il faut qu'il y ait un couvert arboré de plus de 10%. Donc il y a des zones qui ont l'air, vues d'en haut, un peu, un peu pauvres en densité d'arbres, mais qui sont quand même considérées comme étant des forêts, au sens de la FAO.
Donc ces forêts, où est-ce qu'elles sont réparties? C'est ce qu'on voit ici, donc essentiellement des forêts tropicales. Et ce qui est remarquable, c'est que, un peu à l'instar des tourbières, les forêts, c'est des zones qui sont en cours de régression à la surface de la planète. On estime. Alors attendez, mon micro a changé, bizarrement. Donc voilà. Ouais, on estime que sans activité humaine, la surface de forêt serait de 50% des terres émergées, pardon, seraient occupées par la forêt. À l'heure actuelle, c'est plutôt de l'ordre de 30%, à vrai dire 32-33%, comme vous voyez ici, mais c'est en régression permanente. C'est en régression permanente parce qu'il y a de la déforestation à l'échelle globale, donc principalement en zone tropicale, vous voyez ici Amérique du Sud et Afrique, sur différentes décennies. Il y a des zones dans lesquelles la forêt progresse, c'est notamment le cas de l'Europe, et on va le voir le cas de la France après, mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que les surfaces de forêt sur Terre diminuent. Voilà. Alors on fait un zoom ici sur la forêt en France, puisqu'on sait que, un peu à contrario de cette tendance globale, la surface de forêt en France a augmenté de manière considérable. Donc actuellement, la forêt, c'est, je dis habituellement 30% du territoire, un tiers du territoire, c'est 32% du territoire, d'après l'IGN. Savoir qu'en France, la forêt, elle est essentiellement gérée par des acteurs privés. 75%, c'est de la forêt privée. 25% de la forêt publique, donc ça, c'est forêt domaniale, communale, principalement. Essentiellement des feuillus. Voilà, et donc cette évolution de la surface forestière en France, donc, qui a quasiment doublé en fait en 150 ans, un peu plus de 150 ans, avec des valeurs qui étaient très faibles au 19e siècle, exploitation du bois notamment pour le chauffage et la construction, et ensuite la forêt s'est reconstituée. On a un peu plus de 17 millions d'hectares actuellement. Ce qui a beaucoup joué là-dedans, c'est la déprise agricole aussi. Dans cette reconstitution du stock, de la surface forestière française. Alors justement, si on s'intéresse au stock, où est localisé le carbone, comme le disait Pierre, un des enjeux, une des particularités plutôt de ces écosystèmes forestiers, c'est que le stock de carbone, il va être en grande partie aérien, et il va être donc sur des compartiments qui ont des temps de résidence qui sont assez faibles en fait, puisque on a, si on prend le cas d'une forêt caducifoliée typique de la zone tempérée qui va perdre ses feuilles tous les ans, on a la biomasse foliaire qui va être renouvelée tous les ans, on a les racines fines qui vont globalement également être renouvelées tous les ans, et ce qui est à durée de vie plus longue, durée de vie intermédiaire, ça va être la biomasse sur pied et le bois mort. Et donc l'alimentation des stocks de carbone du sol, tant par la litière aérienne que par la litière souterraine, va constituer au final le stock de carbone dans le sol qui, grosso modo, on donne tout le temps cet ordre de grandeur, on estime que à peu près 50% du stock de carbone est de la matière organique morte souterraine. Donc c'est vraiment matière organique du sol, au sens matière organique morte, ici, qui constitue le carbone organique du sol. Et 50%, alors c'est pas exactement 50%, c'est un peu moins, et puis il y a le bois mort et la litière qui contribuent aussi, mais un peu moins de 50%, donc, qui est dans la biomasse aérienne. Enfin, dans la biomasse végétale, pardon, incluant la biomasse racinaire, donc des tissus vivants. En grande partie vivants, puisque le bois, c'est un tissu vivant sur sa périphérie et mort à l'intérieur, mais en tout cas un stock érigé. Donc ça, c'était, si on regarde les composants du bilan de carbone au sein d'une forêt. Maintenant, si on regarde l'évolution des stocks de carbone à l'échelle mondiale, en parallèle de cette déforestation progressive, ce qu'on voit, les compilations d'inventaires les plus récentes, c'est un article de Yudepan en 2024 dans Nature, qui fait régulièrement des mises à jour comme ça des bilans de carbone établis aux échelles nationales, montrent donc qu'on a une diminution du stock de carbone dans les forêts, donc c'est exprimé en pétagrammes de carbone, en gigatonnes autrement dit. On voit que ça diminue à l'échelle globale. Ça diminue pourquoi? Ça diminue principalement, ça diminue parce que le stock de carbone tropical diminue. Vous voyez que le stock de carbone en zone tempérée, en zone boréale, il s'accroît, en tout cas sur les périodes qu'on a considérées ici, entre 90 et 2020, mais globalement,
cette déforestation tropicale contribue à la diminution globale du stock de carbone dans le monde. Alors, c'est intéressant parce que ce stock de carbone tropical, il n'en reste pas moins qu'il diminue, mais ça reste à ce jour quand même le premier stock forestier. Donc il est en diminution, mais ça reste le plus important. Voilà, donc là on a comparé, je vais passer vite là-dessus, c'est beaucoup de chiffres, c'est intéressant, mais pas dans le cadre de cette discussion ici. Je pense que si on revient à l'échelle de la France métropolitaine, donc les forêts, c'est un stock de carbone considérable, hein, puisqu'on estime qu'il contribue à 40% du stock de carbone du sol. Donc les différentes formes de matière organique qu'on a déjà vues précédemment, c'est pareil, je vais passer rapidement là-dessus. La localisation du carbone, il est aussi en surface, principalement, mais on a du carbone âgé qui se situe plus en profondeur, du carbone avec des temps de résidence qui sont très longs. Voilà, donc si on reprend un peu la trame de l'établissement de ces schémas de bilan de carbone sur les différents écosystèmes et qu'on décline pour la forêt. Donc ça, les chiffres qu'on affiche ici sont donnés à l'échelle globale. Donc quand on parle de gigatonnes de carbone, c'est vraiment l'échelle globale. Donc les entrées qui se font évidemment par photosynthèse, ce carbone fixé par photosynthèse est alloué aux différents organes des arbres et il va éventuellement, une fois les organes morts, soit annuellement, lors du renouvellement des organes, alimenter des stocks de carbone du sol, en premier lieu la litière, donc il va subir un certain nombre de transformations par activité des micro-organismes, et des transferts dans le sol, la bioturbation, la convection, qui vont induire des transferts verticaux de carbone dans le sol, et qui vont amener plus ou moins sa dégradation, ou au contraire sa protection sous des formes organiques plus ou moins récalcitrantes. Donc ça, ce sont les entrées et le stockage dans l'écosystème. Ça, c'est une vision très centrée sur le sol, mais on n'oublie pas quand même que un stock de carbone qui se constitue ici, hein, dans les troncs notamment. On a des troncs d'arbres, enfin des arbres qui vont vivre pour certains plusieurs siècles. Et donc ça constitue un stock de carbone pérenne à l'échelle de quelques siècles, quoi. Quelques décennies au moins. Et les sorties sont multiples, hein, comme dans les autres écosystèmes qu'on a pu regarder jusqu'à présent. Respiration des végétaux, ici, respiration autotrophe, c'est les flux 1 et 4, décomposition, export de biomasse, c'est la coupe. Donc voilà, donc on a des entrées de carbone, des sorties de carbone qui, par différence, vont donner lieu au bilan net de l'écosystème. Ce qui concerne, ça c'est moins mon domaine, la stabilisation de la matière organique dans les sols, il y a plusieurs processus qui sont impliqués. Et donc on a différentes formes chimiques de plus ou moins grande récalcitrance, comme je l'ai mentionné précédemment. Il y a aussi des interactions en fait avec la phase minérale du sol qui vont plus ou moins protéger le carbone organique et amener à sa plus ou moins grande accessibilité par les micro-organismes et dégradabilité par les micro-organismes. On parle de protection chimique et de protection physique. Voilà, et donc si on revient sur les chiffres un peu de ce bilan, à nouveau à l'échelle globale, on a un bilan de carbone qui semble à peu près équilibré. Alors les estimations sont difficiles à établir à l'échelle globale. Il y a plein de techniques différentes qu'on utilise pour quantifier ces flux. Mais globalement, on arrive à des flux d'entrée par photosynthèse qui sont de l'ordre de 122 gigatonnes de carbone par an, et des respirations partie autotrophe, c'est-à-dire la respiration de la plante, tant la partie aérienne que souterraine avec les racines, et la respiration hétérotrophe, c'est-à-dire décomposition de la matière organique du sol, principalement par les micro-organismes, qui sont à peu près équivalentes à 60 gigatonnes de carbone par an, 60 pétagrammes de carbone par an. Donc vous voyez que la balance est quasi-balance, sauf que 122 moins 120, ça fait pas 0, ça fait 2. Donc il y a quand même un stockage à l'échelle globale du carbone par les forêts. Donc ça, c'est vraiment la fonction puits de carbone des forêts qui est illustrée ici, hein, ce 2 gigatonnes par an. C'est le puits de carbone forestier. Ça, c'est sur les forêts, si vous voulez, qui ne sont pas en cours de dégradation. Alors, cette estimation, elle est difficile à faire, suivant les sources et suivant les méthodes qu'on a. Soit on utilise la télédétection, soit on utilise des inventaires nationaux.
On n'obtient pas exactement les mêmes chiffres, mais globalement, on a quand même des bonnes évidences, comme on dit en français, des bonnes preuves, comme on dit en anglais, des bonnes preuves qu'on a un stockage de carbone actif par les forêts à hauteur de 2 gigatonnes par an. Ce qui est à peu près, ce qui est un quart en fait, à peu près des émissions anthropiques annuelles. Voilà, donc il y a un peu ce paradoxe qu'on a voulu illustrer dans cette diapo et qui est pas, c'est pas évident de faire comprendre ça. C'est que quand on regarde une forêt intacte, une forêt tropicale, comparé à une forêt tempérée, une forêt boréale, les forêts tropicales intactes, c'est quand même celles qui fixent le plus de carbone, comparé dans le bilan le plus positif, oui, c'est celles qui ont fixé le plus de carbone vis-à-vis de l'atmosphère par rapport aux forêts tempérées et forêts boréales. Donc vraiment, cette fonction puits de carbone, en premier lieu, elle est assurée par les forêts tropicales. Les forêts tempérées et boréales contribuent aussi à la fixation de carbone de manière très significative, mais moins que les forêts tropicales intactes. Le problème, c'est que ces forêts tropicales intactes, elles sont en train de disparaître, lentement mais sûrement, si je peux dire, puisqu'on avait vu tout à l'heure la courbe de réduction des surfaces de forêt. Et on a une déforestation qui est vraiment massive à l'œuvre. Alors, elle est moindre, le taux de déforestation actuel est moindre qu'il n'a été dans les années 70-80. C'est sûr, on a réduit la déforestation, mais on déforeste encore. Et le fait qu'on déforeste encore, pour l'instant, on n'a pas de, pas vraiment de perspective à l'arrêt de cette déforestation. Voilà. Ça contribue très fortement à diminuer le stock de carbone sur place. Voilà, donc ça je vais passer parce qu'on a peu de temps. Oui, ça c'est aussi une notion, je pense, qui me semble assez importante de rappeler dans le cadre de ce diaporama. C'est que pendant longtemps, on a considéré, et c'est quelque chose qui revient souvent dans le débat public, même dans le débat sur la gestion des forêts, on a longtemps considéré que les forêts âgées, c'est les forêts qui fixaient plus de carbone. On s'est dit globalement, et on disait ça sans mesure, hein, c'était des hypothèses comme ça, un peu au doigt mouillé, mais des hypothèses qui disaient oui, au bout d'un moment, de toute façon, la forêt a stocké suffisamment de carbone, et puis la photosynthèse va un peu diminuer, la respiration, étant donné qu'on a un stock de matière organique morte qui est importante, la respiration va compenser cette photosynthèse, et donc les forêts âgées, ça stocke plus de carbone. C'est plus un puits actif. Il y a toujours un stock sur pied qui est important, mais c'est plus un puits actif de carbone. Bon, ça, c'est des choses, des visions qui ont été vraiment revues et corrigées, si je peux dire. Enfin, en tout cas, dans le domaine, dans le champ scientifique, je suis pas sûr que ça ait toujours bien infusé dans le champ des gestionnaires forestiers, mais les forêts, maintenant, on établit sur des mesures le fait que les forêts âgées continuent à fixer du carbone. Même une forêt qui est pluriséculaire, elle continue à fixer du carbone. Parce qu'une forêt, c'est pas un bloc monolithique avec que des arbres qui ont le même âge et qui sont tous en plus ou moins en fin de vie. C'est pas ça, c'est toujours des mosaïques en fait, les forêts, dans lesquelles il y a des arbres en régénération, il y a du carbone qui est, on parlait de DOC époque tout à l'heure, et qui va être lixivié en profondeur. Donc voilà, on a différents processus qui montrent qu'il n'y a pas de saturation évidente du stock de carbone dans les forêts anciennes. Donc on a un stock qui est sur pied, essentiellement, on a vu à peu près 50% du stock, et un des gros enjeux actuels, un des gros problèmes, on n'a pas rappelé les chiffres des incendies au Canada en 2023 par exemple, mais puis là, on a une saison des feux au Canada qui est dramatique. Encore actuellement, un des gros problèmes, notamment pour ce stock de carbone, c'est que c'est un stock qui est très vulnérable, puisque vous avez des arbres sur pied qui, en cas de sécheresse forte, peuvent servir de combustible, en fin de compte, et on peut avoir la volatilisation d'un stock de carbone considérable en quelques semaines, dans le cas d'incendie, principalement. Et donc ça, c'est sur des stocks, typiquement sur les stocks en forêt boréale, mais forêt tropicale aussi, très soumis aux incendies. Et ces incendies, en forêt tropicale notamment, sont liés très largement à l'expansion agricole et au fait qu'on on va défricher des terres pour faire, par déforestation, pour faire des zones de culture. Donc au final, j'ai pas beaucoup détaillé ça, mais on a des effets antagonistes du changement climatique. D'un côté, on a des forêts qui poussent plus vite parce qu'on a plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on a des saisons de végétation qui sont plus longues, on a
on a des dépôts d'azote aussi qui vont contribuer, si on peut dire, à fertiliser les forêts d'une certaine manière, mais qui sont aussi plus vulnérables à deux choses. Elles sont plus vulnérables à la sécheresse, les sécheresses qui sont de plus longue intensité et enfin, de plus longue intensité, oui, enfin, non, de plus forte intensité et de plus en plus fréquentes, excusez-moi, et qui sont soumises, voilà, à déforestation et au risque incendie majoré dans le contexte du changement climatique. Et ça, en tout cas, dans les perspectives qu'on a à échelle de quelques décennies, étant donné les politiques actuelles, c'est des choses qui s'accentuent. Voilà, donc les leviers d'action pour stocker du carbone dans les forêts. Donc, si on redécline ça à l'échelle de la France, en France, il n'y a encore pas énormément d'incendies. Il y a eu les précédents 2022 en Gironde notamment, mais on a des surfaces incendies en France qui ont plutôt été réduites, mais n'empêche que la forêt française, elle souffre. On a un stockage de carbone qui a été divisé par 2 en 10 ans à peu près. Et il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est des raisons essentiellement liées à la sécheresse. Plusieurs choses qui se conjuguent. Une forêt qui vieillit, donc effectivement, on a des forêts qui fixent moins de carbone qu'elles n'en fixaient avant, même si les forêts âgées continuent à fixer du carbone. Mais la sécheresse joue beaucoup et contribue à détériorer cette fonction de puits de carbone, de même manière que l'expansion de certains pathogènes. Donc globalement, je dirais à l'échelle, comment est-ce qu'on peut faire pour préserver le temps manque, mais pour préserver le stock de carbone, globalement, c'est très simple, si on peut dire, à dire, et très compliqué à faire. Il faut arrêter la déforestation. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on est content, mais c'est quelque chose de vraiment très important. Freiner au maximum et si possible annuler cette déforestation. Alors, je sais bien qu'on n'en prend pas le chemin, hein, mais c'est principalement ça. Il faut préserver le stock existant. Ça, c'est extrêmement important. Et éventuellement reconstituer le stock de carbone dans les forêts. Je vais passer là-dessus parce que j'ai pas le temps et que je connais moins ces diapos. Ouais, donc il y a des enjeux locaux en fait à quelles sont les essences. Là, c'est plus pour la gestion en zone tempérée, typiquement en France. Qu'est-ce qu'on fait quoi quand on veut adapter la forêt au climat, quoi faire? Donc il y a différentes choses qui sont à l'œuvre. On essaye par exemple en tout cas en forêt publique, de limiter au maximum maintenant les coupes rases, parce que c'est des problèmes ça cause des problèmes de régénération notamment. Il y a des essais qui sont en cours pour essayer de trouver soit des provenances, soit éventuellement des espèces exotiques qui tiendraient mieux la sécheresse que les espèces autochtones, mais ça pose des questions en termes de diversité, parce que les arbres sont pas tout seuls, hein. Évidemment, les micro-organismes et les animaux qui vivent dans l'écosystème forestier et qui contribuent à son bon fonctionnement. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux autour de la forêt actuellement. Et la forêt, on lui demande beaucoup, puisque on lui demande de fournir du bois énergie. On essaye on essaye d'augmenter les volumes de bois exploités pour les constructions bois, pour le bois énergie, comme j'ai déjà dit. Mais donc la forêt peut probablement pas tout faire. donc il faut et elle est actuellement quand même en situation, même en France, en situation compliquée, comme je le disais, avec un stockage, une fonction de puits de carbone qui diminue. Voilà, donc en conclusion, la forêt, c'est un stock de carbone très important, tant dans le monde, elle fixe 25% des émissions de CO2 eutropiques qu'en France. Elle est en régression dans le monde entier, même si dans des zones particulières, et notamment en zone tempérée, et particulièrement en France, elle est en expansion. Voilà, 50% du carbone est stocké dans le sol, 50% dans la biomasse, donc c'est des stockages qui sont très importants, mais qui sont vulnérables. Et donc l'essentiel, en fait, globalement, c'est qu'on devrait, à tout prix, si je peux dire, essayer de protéger les stocks existants. Ça, c'est vraiment et la première chose à faire, c'est de réduire la déforestation, ce qui implique en fait de réduire l'expansion des surfaces agricoles. Je pense que c'est ça le premier message si on raisonne à échelle globale. Voilà. Donc je ne sais pas si je pense ne pas avoir tout bien présenté, mais j'ai donné un aperçu un peu long, désolé. Non, super, merci, merci Nicolas. Du coup, je ne sais pas si il y a quelques questions. Non.
Moi, j'avais une question. Donc, pourquoi les forêts tropicales, en fait, stockent plus de carbone? C'est à cause du climat qu'il y a là-bas, des essences? Ouais. Parce qu'il Non, y a plus de forêts encore préservées, primaires, enfin, ouais, je dirais, c'est pas tellement la composition de l'écosystème en tant que tel. Alors, effectivement, la composition est très différente. En forêt tropicale, on va typiquement trouver plusieurs dizaines d'espèces d'arbres à l'hectare, alors qu'on va être sur 5, 10, 15 en zone tempérée et 2, 3, 5 en zone boréale. C'est pas tellement ça, c'est vraiment les conditions abiotiques. En zone tropicale, on a typiquement, quand tout se passe bien, forêt tropicale humide, il fait chaud, humide toute l'année, avec des durées du jour qui sont constantes et des ensoleillements qui sont toujours importants. Donc ça, en fait, c'est quelque chose effectivement qu'on oublie un petit peu dans le cadre du changement climatique, mais la première limitation sur un couvert développé, la première limitation à la productivité, c'est la lumière. Donc sans lumière, pas de photosynthèse. Et donc voilà, si on a 12 heures d'ensoleillement par jour, grosso modo, toute l'année, avec des températures qui sont au-dessus de 20 degrés et des précipitations abondantes, bah, il y a tout pour que la végétation soit luxuriante. Et cette végétation luxuriante, c'est quoi? Bah, c'est des arbres qui poussent vite, quoi. Donc c'est ça, oui. C'est vraiment des conditions abiotiques, hein. et j'avais une autre question. Du coup, par rapport à cette histoire de jeunesse des arbres, c'est-à-dire quand les arbres sont plus jeunes, enfin voilà, ça fait 30 ans à peu près qu'on a cette division des choses chez le grand public en général, qui stockerait plus de CO2. Donc vous avez dit que c'était faux. Mais ça reste. Est-ce que par exemple, du coup, c'est lié au fait que, par exemple, dans une forêt euh, âgée, qui est encore primaire, il y a des interactions entre les différents types d'arbres, des aides, etc. Donc ce qui fait que finalement l'écosystème stocke toujours autant de carbone qu'avant. Mais sur par exemple des surfaces de pins où on a planté des arbres en série, est-ce que finalement c'est pas plus intéressant de tout recouper et de tout replanter pour en remettre euh, c'est une théorie. Enfin, moi, je ne suis pas scientifique, donc je peux pas. Mais voilà, une question que j'avais sur. Est-ce que Hein. ça dépend? Ouais. Alors, je pense que surtout l'idée qu'il faut battre en brèche, c'est le fait que les forêts âgées ne stockeraient plus de carbone. Au sens, annuellement, si vous voulez, fixeraient moins de carbone par photosynthèse qu'elles n'en émettent par respiration. C'est ça l'hypothèse originelle d'Odum dans les années 70, c'est que bah, une forêt âgée, en fait, elle est arrivée à un équilibre vis-à-vis de l'atmosphère et que, bah, grosso modo, il y a autant de CO2 qui est fixé par la forêt que de CO2 qui est réémis par la forêt. Donc, ce que disent les données, les mesures qui ont été faites sur les écosystèmes directement, c'est que ça, c'est pas juste, au sens où même les forêts âgées continuent à fixer du carbone, même quand elles sont très âgées. Bon, cela dit, ces forêts très âgées, elles en fixent un peu moins que les forêts jeunes, d'accord? Mais ça reste un puits de carbone important. C'est-à-dire que c'est un puits de carbone un peu moins intense, elles sont un peu moins fixatrices que des forêts jeunes, mais ça reste un puits de carbone. Autrement dit, l'argument de dire ah oui, bah, de toute façon, une forêt âgée, ça fixe plus de carbone, donc on peut la remplacer, c'est pas grave, puisque de toute façon, ça fixait plus de carbone. Bon, bah ça, on sait que maintenant, enfin, en général, hein, bien sûr, sur une forêt particulière, on peut peut-être discuter, mais en règle générale, ça, c'est faux. Ensuite, la raison à ça, enfin, vous parliez du fait que, par exemple, ok, on va prendre deux exemples très contrastés. Une forêt laissée en libre évolution, qui a des arbres qui ont 200, 300 ans, et puis des arbres plus jeunes, hein, puisque comme je le disais, une forêt, c'est pas une population d'arbres uniforme, voilà, sauf dans le cas des plantations. D'un côté, donc une forêt en libre évolution, et d'autre part, une forêt plantée pour de la production de pâte à papier, par exemple. Eh ben, là, moi, je dirais qu'on a, enfin, c'est pas une mauvaise pratique. Moi, je suis pas là pour critiquer ça voilà, c'est très bien de faire du bois pour faire de la pâte à papier, pour faire des poutres pour de la construction dans les zones de plantation. C'est ok. Enfin, l'usage est tout à fait intéressant. Euh, En l'occurrence, quand on fait ça, si on plante des pins maritimes en forêt des Landes qui sont à des rotations de quelques décennies, de toute façon, on ne fait pas ça pour stocker du carbone. On fait ça pour avoir du bois, quoi. Du bois d'œuvre, du bois énergie, du bois à papier. Voilà, donc je pense que
c'est des usages qui sont différents. On a des forêts qu'on laisse se développer plus lentement, qui sont éventuellement en libre évolution, ça des cas particuliers de réserves biologiques, mais dans lesquelles voilà, le stock va se constituer relativement lentement par rapport à une plantation, mais qui seront aussi un lieu très intéressant pour la biodiversité notamment, et puis pour tous les autres usages de la forêt. Il y a un usage social très fort de la forêt en France. Il y a beaucoup des lieux de promenade, c'est très important en fait pour le public, pour tout un chacun en fait. Donc voilà, on peut avoir un peu ces deux visions de la forêt intense de production d'un côté, qui stocke du carbone assez vite, mais c'est pas son but parce que de toute façon, on va couper les arbres et les utiliser. Et ça, une fois que vous avez fait votre papier, vous avez fait vos poutres, en fait, dans le cas des poutres, c'est moins vrai, mais dans le cas du papier, le temps de résidence du carbone, il est extrêmement faible, il est de 1 à 2 ans. Donc vous coupez une forêt pour faire de la pâte à papier, vous pouvez dire que c'est comme si au bout de 2 ans, vous aviez brûlé votre carbone, c'est exactement pareil. Donc voilà, je pense que c'est ces deux aspects qu'on peut contraster.